Donc on commence. Voilà, ok. Bon, ben, bienvenue à tous aux personnes qui sont ici, et bienvenue aux gens qui sont en ligne. Je crois que vous êtes très nombreux en ligne. Donc ravi de vous retrouver pour cette seconde édition des meet-up sur les données synthétiques. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de vous dire à quel point c'est important les données synthétiques? Ou alors en fait tous les gens qui assistent sont absolument convaincus des enjeux autour de la donnée synthétique, que ça soit, alors si je dois citer deux grandes classes d'applications, c'est évidemment avoir des jeux de données qui vont ressembler à des vrais jeux de données pour pouvoir tester des choses en amont d'une demande d'accès, tester des algorithmes, tester les formats, tester les différents calculs. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont effectivement extrêmement importantes. Et puis la deuxième, on va dire, très grande périmètre d'application, c'est évidemment tout ce qui concerne la recherche clinique. Et je ne vais pas détailler parce que vous êtes plein d'experts dans la salle et donc ce serait ridicule à tout détailler. Mais voilà, donc c'est des enjeux. Alors c'est intéressant parce que ces deux applications qui sont deux grandes classes d'applications que j'ai citées sont assez orthogonales en soi, a priori, qu'en tant qu'application, mais par contre elles partagent énormément de points communs d'un point de vue technique et d'un point de vue algorithmique, et c'est souvent les mêmes personnes qui vont travailler du coup sur les mêmes algorithmes qui vont être utilisés dans les deux cas, avec des enjeux bien sûr énormes de réglementation. Je pense que tous les gens qui ont travaillé sur les données synthétiques ont été confrontés un jour ou l'autre sur des problématiques de réglementation, avec une réglementation qui est peut-être d'ailleurs mouvante. On attend toujours les résultats du Digital Omnibus. Alors, il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était au premier meet-up, j'avais déjà mentionné ça, tout le monde disait oui, c'est bon, ça va être voté. Là, quand on demande un peu, ça, apparemment, c'est pas prêt de passer. Mais en tout cas, si une loi comme le Digital Omnibus changeait, ça aurait un impact assez important a priori sur tout ce qu'on peut raconter d'un point de vue réglementaire sur les données synthétiques. Voilà, après cette brève introduction, donc on va commencer la séance de cet après-midi, donc qui permet d'illustrer notamment des approches d'anonymisation ainsi que les méthodes d'évaluation de la confidentialité. Et je voudrais remercier tous les orateurs qui ont accepté de venir présenter leurs travaux. Merci beaucoup. Merci. Merci Emmanuel. Donc, est-ce que vous m'entendez? Ça va? Bonjour, donc moi je suis Christelle Ayache, je suis ravie aussi d'être là avec vous. Donc je suis directrice adjointe du programme numérique en santé pour INRIA et j'ai l'honneur de co-organiser ces meet-up aux côtés de l'équipe d'Emmanuel, et en particulier le département Open Science représenté par Agathe Delaune et par Laurie Alla qui va modérer avec moi cette session du jour. On est très ravis, donc cette année, en 2026, on commence et on a décidé ensemble dans l'organisation de commencer par deux meet-up qui suivront, donc celui-ci et le prochain, qui seront sur le sujet en tout cas, qui seront sur le même sujet chapeau, c'est-à-dire données synthétiques et confidentialité. Donc, on a déjà aussi retenu les trois. Enfin, on a déjà le programme du prochain meet-up, donc la suite sera logique et on vous attendra bien sûr aussi nombreux qu'aujourd'hui, parce que je crois qu'il y a déjà plus de 100 personnes en ligne et on a un peu battu des records en ligne. On est très content de l'audience du jour. Et donc, pour ne pas perdre peut-être plus de temps, je voulais juste rappeler une chose. L'idée de ces meet-up, puisque là, on a parlé beaucoup d'experts, mais que vous soyez expert ou moins expert, c'est pas grave. L'idée de ces meet-up, c'est vraiment de pouvoir, effectivement, à tout niveau, en tout cas, pouvoir à toute personne intéressée par les données synthétiques, qu'elle les utilise ou qu'elle les génère ou bien qu'elle s'y intéresse de toute façon de près ou de loin. Comme on le sait aujourd'hui, ça intéresse et beaucoup de gens se posent des questions aussi, de simples questions. L'idée de ces meet-up, c'est d'échanger, c'est de partager. C'est vrai que c'est sympa d'avoir ce côté en présentiel parce que derrière, on va avoir un petit échange aussi. Il y aura un petit moment convivial après qui vous permettra aussi d'échanger entre vous. Mais l'idée, c'est vraiment de vous présenter à chaque fois. Là, l'idée, c'était de pouvoir vous présenter à chaque fois une techno et, en tout cas pour la première séquence, une techno et aussi une illustration, donc un cas d'usage. Et donc, pour la première séquence, comme ça, on va pas perdre de temps dans le programme, je vais inviter tout de suite Jean-Louis Fraisse à venir nous rejoindre pour la première séquence qui sera donc intitulée Technologie bot design et cas d'usage de l'hôpital Foch, où on va avoir trois intervenants qui vont se passer la parole. Jean-Louis d'abord pour commencer en introduction,
On aura aussi Raphaël Fontaine qui s'occupe de tout ce qui est data IA à Bot Design qui viendra aussi échanger, et Alexandre Drezet qui nous a fait l'honneur d'être là aussi ce soir, et qui va nous présenter un cas d'usage donc vous allez voir d'une base de données que vous avez constituée et qui est utilisée aujourd'hui par votre design, et on va avoir un vrai cas d'usage avec une vraie illustration derrière de Raphaël. Donc je vous invite tous les trois à venir me rejoindre si vous voulez, enfin en tout cas à venir sur la scène, à prendre les micros qui sont là. Hop. Alors moi, c'est pas moi qui passe les diapos, donc du coup, moi je vais juste. Du coup, écoutez, bonsoir à tous, ravi d'être là. Merci Aline Ria, et puis merci évidemment au HDH de nous avoir invités. Alors sur un sujet évidemment important et sensible, parce que l'anonymisation des bases de données, c'est un vrai enjeu, notamment pour la mise à disposition de données, la circulation de bases de données, mais également la réutilisation secondaire des données de santé. Alors, on sait que l'IA nous a ouvert en termes de technologie un certain nombre de perspectives qu'on n'imaginait pas il y a une dizaine d'années, notamment toute la partie IA générative et les données synthétiques, comme le rappelait Emmanuel, avec un objectif, c'est de évidemment fiabiliser la confidentialité des bases de données, mais faire que ces bases de données soient réutilisables aussi bien pour la recherche clinique que, évidemment, pour l'entraînement des algorithmes. Alors nous, Bot Design, on a une grosse collaboration depuis des années avec l'hôpital Foch, notamment prioritaire sur les technologies d'intelligence artificielle, et donc on va se passer la parole. Donc Raphaël est le responsable data science de Bot Design, et puis Alexandre est le directeur de l'innovation de l'hôpital Foch. Donc comme on le disait, on va vous parler de cas concrets. Les données synthétiques, c'est pas nouveau, mais ça s'accélère beaucoup. On avait publié un livre blanc avec un certain nombre de personnes qui sont dans la salle déjà, avec la professeure Alassonnière, et donc du coup ça avait permis de mettre ce sujet entre guillemets sur le devant de la scène. Pour terminer, peut-être deux petites choses. On a vraiment un enjeu énorme à faire que ces technologies soient utilisées et qu'on démontre que, évidemment, on est très fiable. Alors, à la fin de cette présentation, avec l'autorisation des organisateurs, vous aurez un QR code qui va vous ramener vers un petit questionnaire qu'a mis en œuvre l'Alliance Silica. L'Alliance Silica, que j'ai l'honneur de présider avec la professeure Alassonnière, fait des travaux avec tout l'écosystème des données artificielles. Et Mathieu Robin d'Unicancer, qui est là, qui coordonne le groupe méthodologie dans Silica, a construit un questionnaire qui va nous permettre, entre guillemets, de savoir où en est la perception aujourd'hui de ces données-là, et il va se retrouver sur LinkedIn dans quelques temps de manière anonyme et complètement sécurisée. En tout cas, ça va nous permettre de le présenter comme ça dans différents congrès, dans différentes journées, de manière à voir où est-ce qu'on en est, aussi bien du côté des laboratoires que des méthodologistes, que des régulateurs, sur l'utilisation de ces données synthétiques qui sont un vrai enjeu pour la suite. Donc du coup, on va se passer la parole. Je vous dis très rapidement comment ça va se passer. Raphaël va nous expliquer toute la partie technologique et puis les premiers KPI sur une première base de données qui s'appelle Mimic sur la confidentialité. Et puis ensuite, Alexandre il y aura une séance de questions, pardonnez-moi. Puis ensuite, Alexandre va reprendre la parole sur les enjeux stratégiques hôpital Foch, IA, anonymisation. Et là, on vous montrera, comme le disait Christelle, le cas d'usage qu'on a mis en œuvre à partir d'une base de données qui appartient à l'hôpital Foch. Donc, en tout cas, très heureux d'être là ce soir, et je vous passe la parole. Merci beaucoup, Jean-Louis. Déjà, bonjour à tous. Donc, comme Jean-Louis vous l'a dit, je vais vous présenter un petit peu la technologie et différentes métriques et KPI qui ont été utilisées
pour évaluer un peu notre technologie d'anonymisation. Alors déjà, pour commencer, peut-être une petite introduction en rappelant la différence entre pseudonymisation et anonymisation. Alors, la pseudonymisation, c'est un acte qui se situe au niveau de l'individu, donc qui consiste à remplacer les identifiants directs en fait, de chacun des individus d'une base de données par un code qui est réversible. L'anonymisation, c'est un acte qui se situe au niveau de la base de données, où en fait, il va y avoir plusieurs techniques, algorithmes qui comprennent de l'IA ou non, et qui va être mise en place pour empêcher toute réidentification d'une personne d'une base de données réelle par le biais de ces techniques. Notre technologie d'anonymisation, alors elle s'appelle le RHVAE, elle est née d'un transfert technologique entre l'université Paris-Cité et Bot Design, et elle introduit à la fois des éléments de deep learning et aussi des éléments de mathématiques fondamentales avancées. Donc en fait, pour la partie deep learning, on est sur une technologie VAE qui consiste à encoder les données dans un espace latent, donc encoder les données, c'est-à-dire réduire leur dimension, et ensuite les décoder à partir de l'espace latent pour retourner à la dimension d'origine. Donc ça, c'est une technologie VAE. Les mathématiques fondamentales se situent, elles, dans l'espace latent, cet espace comprimé, et donc on va considérer non plus comme un espace euclidien, mais comme une variété riemannienne, c'est-à-dire un espace courbé au lieu d'un espace plat. Et c'est cette variété riemannienne qui va nous permettre de faire un échantillonnage très efficace de l'espace latent et de pouvoir faire plusieurs techniques de génération, dont de l'anonymisation. Concernant le mécanisme d'anonymisation qui s'appuie sur ce modèle, en fait, qu'est-ce qui va se passer au moment où je vais échantillonner pour générer des nouveaux patients? Ce qui va se passer, c'est que les données d'origine, elles sont encodées à travers l'architecture de l'encodeur. Et ensuite, on va utiliser la variété riemannienne pour se décaler légèrement des encodages d'origine, donc des encodages des patients, pour pouvoir générer des versions anonymisées des patients et donc avoir des nouvelles données tout en suivant la géométrie riemannienne qui est induite par l'espace latent. Peut-être un petit point sur le cadre réglementaire. Alors, la CNIL et le CEPD, donc l'ex-G29, avaient déterminé 3 champs de critères pour évaluer les techniques d'anonymisation, donc à savoir l'individualisation, la corrélation et l'inférence. Et chacun de ces critères est respecté par notre technologie RHVAE, du simple fait que l'encodage perturbe l'information d'origine, le sampling introduit aussi de la variabilité, ce qui vient casser les relations entre les données anonymes et les données d'origine. Et en plus, il y a un mécanisme de differential privacy qui empêche toute réidentification, toute possibilité de réidentification des patients si on avait accès à la fois, ou à la base de données anonymisée ou bien le modèle. Donc, les métriques d'évaluation. On a identifié 3 champs de métriques d'évaluation possibles pour juger d'un mécanisme d'anonymisation. Il y a à la fois des métriques de fiabilité, des métriques d'utilité et de confidentialité. Les objectifs de l'une et de l'autre sont différents. En fiabilité, on vient regarder si les distributions statistiques sont respectées. L'utilité, on vient regarder si ces bases de données peuvent être réutilisables si on les utilise avec d'autres algorithmes d'IA, de classification, de régression, etc. Et la confidentialité, là, on vient regarder si il y a des possibilités de réidentification des patients de la base de données d'origine si on avait accès à la base de données anonymisée. Ensuite, du coup, à travers ces trois champs, donc fiabilité, utilité, confidentialité, on a à la fois des métriques issues de la littérature et des métriques issues d'une thèse, donc la thèse du docteur Caroline Klavec, qui avait été présentée lors d'un meet-up du HDH en décembre dernier, et dans laquelle on y retrouve des métriques à la fois sur la fiabilité, l'utilité et la confidentialité, et qui vont être aussi, donc on a extrait ces métriques, on les a calculées pour nos cas d'usage, et on va vous les présenter donc à la fois sur 2 bases de données que je vais vous présenter plus tard. Je vous ai aussi promis des métriques issues de la littérature. Concernant la fiabilité, on utilise une distance qui s'appelle la distance de Wasserstein et qui calcule en fait la distance de transport optimal, entre 2 bases de données, entre 2 distributions.
Et on a plusieurs décompositions de cette distance de Wasserstein pour que ce soit vraiment complet. La première décomposition, c'est la distance de Wasserstein univariée, c'est-à-dire qu'on va aller regarder les paires de variables. Par exemple, l'âge des patients réels avec l'âge des patients artificiels, la taille des patients réels avec la taille des patients artificiels. Donc, on va calculer toutes ces distances de Wasserstein, on va regarder la moyenne, on va regarder le max, et on a établi des seuils, donc à 5%, 10%, concernant la moyenne et le max, pour bien prouver que les paires de variables sont similaires. Le problème de cette première décomposition, c'est qu'elle ne prend pas en compte les corrélations. C'est pour ça qu'on a une deuxième décomposition qui est la distance de Wasserstein multivariée, où là, on va vraiment mesurer l'impact combiné des variables sur la dérive globale. Donc, on va prendre les deux bases de données et calculer le transport optimal d'une base à l'autre en termes de distribution. Et ici, on a un seuil max à 10%. Tous ces seuils, ils sont issus de la littérature. Et on a introduit une dernière décomposition, c'est la multivariée conditionnelle, où ici, on va aller regarder ce qui se passe à l'échelle des sous-groupes. Je m'explique. On va aller fixer chacune des variables catégorielles et binaires de la base de données et aller calculer les distances de Wasserstein multivariées à chaque fois qu'on en fixe une. Par exemple, on fixe les hommes, on regarde sur l'ensemble, ça nous crée une base filtrée, on l'a fait sur chacune des deux bases, on calcule la distance multivariée et on fait ça avec chacun des sous-groupes. Donc, on va avoir énormément de distances de Wasserstein multivariées qui vont être calculées pour cette dernière décomposition. On calcule la moyenne, le max, et on a encore des seuils pour voir ce qui se passe à l'échelle des sous-groupes. Concernant les métriques d'évaluation de la thèse, on a à la fois des plots qu'on va vous présenter, des tests statistiques pour mesurer à la fois si les distributions sont conservées et si la variabilité est conservée. Et donc, on va vous présenter ça, encore une fois, dans les deux cas d'usage. Pour l'utilité, on a un test qui est réalisé avec à la fois un classifieur et un régresseur. Le but étant d'aller entraîner le classifieur et le régresseur avec les données anonymisées et les tester sur les données réelles, et faire aussi le chemin en sens inverse. C'est-à-dire qu'on a le même classifieur et régresseur, on va aller l'entraîner sur le réel et aller le tester sur l'anonymisé. Le but étant qu'on ait les mêmes résultats, qu'on aille dans un sens ou dans l'autre. Et concernant la confidentialité, une des métriques issues de la littérature, c'est le ratio de confidentialité. Ici, en fait, on va aller regarder pour chaque patient X, chaque patient réel X, sa reconstruction directe, c'est-à-dire à travers l'architecture VAE. Le VAE, il vient encoder un patient, il vient le décoder, et il s'est entraîné à faire ça. Donc, on a quelque chose d'assez précis, et on va aller regarder aussi l'ensemble des autres patients anonymisés. S'il existe un patient anonymisé qui est plus proche du patient réel que sa reconstruction directe, on considère que le patient est anonyme. Et il faut qu'au moins 50% des patients réels respectent ce critère pour qu'on considère que la base a été bien protégée. Sachant qu'en général, on obtient plutôt au-dessus de 90% pour ce ratio. Pour finir, donc sur les KPI, sur les métriques d'évaluation de confidentialité qui sont issues de la thèse, on a conservé le 0 cap qui consiste à simuler en fait un attaquant qui connaîtrait K variables. Donc, on regarde ce qui se passe s'il connaît 1, 2, 3, 4 jusqu'à toutes les variables. Et grâce à la connaissance de ces variables, est-ce qu'il peut en déduire quelque chose sur une certaine variable qui est potentiellement sensible. On recherche ici des correspondances exactes. Donc, naturellement, plus le nombre de variables augmente, plus l'appariement est strict et devient compliqué. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui se passe sur les deux bases de données. Qu'est-ce qui se passe quand l'attaquant connaît une, deux, jusqu'à l'ensemble des variables connues de la base de données. Premier cas d'usage, la base de données Mimic. Donc, la base de données Mimic, c'est une base de données très connue dans le monde du machine learning où il y a plus de 16 000 patients. Donc, on est allé extraire 500 patients de cette base de données. On a des variables physiologiques, des scores de gravité, comorbidité, etc. C'est des patients qui sont issus de soins intensifs. Donc, on a 500 patients, 44 variables. La variable de classification qu'on a choisie, c'est la mortalité à 28 jours. Et la variable de régression, il s'agit de la durée de séjour en unité de soins intensifs. Concernant les métriques d'évaluation sur la fiabilité. Alors, vous voyez qu'on a beaucoup de verres allumés. En Wasserstein, tout est bon et respecte les seuils qu'on s'était fixés au préalable. On a moins de 10% en multivarié, moins même de 15% en max en conditionnel multivarié. Sur l'univarié, on est vraiment très, très faible. Donc, tout est bon de ce côté-là. Concernant les métriques de la thèse, on a une proportion de 19%, c'est-à-dire il y a 81% qui ont passé les tests statistiques de similarité entre distributions.
ce qui est très très bien, puisque quand on est entre 10 et 30, on considère que c'est vraiment très proche. On a un KS max qui est un petit peu plus élevé, ça veut dire qu'il y a une variable qui a vraiment pas passé le test, mais je vais pouvoir vous montrer sur la distribution plotée que finalement elle est pas si loin. Et on a un Fligner qui est en dessous de 10, qui nous montre qu'on a vraiment bien conservé la variabilité de la base. D'un point de vue, voilà, je vous ai promis des graphiques. Je vous ai ploté quelques exemples de distribution entre la base de données réelle et la base de données anonymisée. Au centre, vous avez la variable qui n'a pas passé le test statistique, donc qui était à 35% sur la slide précédente. Donc, on voit quasiment l'ensemble des variables qui s'allument en vert, c'est celles qui ont passé le test KS, Kolmogorov-Smirnov. Donc, sur la fiabilité, on est tout bon. Je vous ai aussi ploté les deux matrices de covariance des bases à la fois de la base de données réelle et de la base de données anonymisée. Ce qui est important de voir là-dessus, c'est que les deux matrices de covariance sont quasiment identiques, ce qui montre que les relations, les corrélations entre les variables ont bien été respectées après la génération. Et pour finir, sur les métriques d'utilité et de confidentialité, alors, on a les deux pipelines. Les deux pipelines, ce que je vous ai dit, c'est quand on entraîne sur les réels ou bien on entraîne sur les anonymisés. Donc, en classification, on a obtenu 100% dans les deux sens. En régression, on a obtenu quasiment 90% dans les deux sens aussi, ce qui montre que la base de données anonymisée est bien réutilisable pour être utilisée dans d'autres algorithmes de machine learning. Et d'un point de vue confidentialité, on voit que le score 0CAP monte très rapidement à 5% de protection dès en fait quasiment 5 variables connues, ce qui montre que les scores de confidentialité de cette base sont extrêmement bons. Et donc, on a à la fois de la fiabilité, de l'utilité et de la confidentialité concernant les techniques d'anonymisation avec RHVAE. Est-ce que vous avez des questions ? Merci beaucoup pour cette première partie. Je vous écoute. Mettez bien le... Merci beaucoup pour la présentation. Je me demandais, est-ce que la technologie RHVAE permet de simuler des données longitudinales ? Oui, elle permet de simuler des données longitudinales, mais pas dans le cas… Enfin, alors, j'allais dire… si on a des données longitudinales, en fait, il y a d'autres mécanismes qu'on a introduits, c'est-à-dire à la fois de la diffusion et des normalizing flows au sein de l'espace latent pour pouvoir mieux modéliser les trajectoires temporelles. Ici, ça n'a pas été le cas, puisque sur Mimic, on a juste des one-shots. Sur Foch, ça n'a pas été le cas aussi, mais on a eu des cas d'usage en longitudinal qui ont nécessité effectivement un traitement un peu plus avancé dans l'espace latent. Et donc, l'introduction de mécanismes bien connus, surtout la diffusion, qui est vraiment à la mode en ce moment. Depuis un moment. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? En ligne, on a une question. Alors, la première, je pense que c'était vraiment… Enfin, on est d'accord que c'était vraiment la première qui a été posée. Donc, on avait Cédou qui demandait, je le répète quand même au cas où, mais c'est jusqu'à quel point les données synthétiques sont efficaces sur les données longitudinales sur le parcours du patient. Donc, on vient d'y répondre. On a un autre spectateur anonyme qui nous demande comment avez-vous fixé les seuils de 5%, 10%, 50%? Alors, pardon, excusez-moi, il y avait pas 50%, il y avait 50% pour le ratio de confidentialité. C'est des seuils qui ont été issus de la littérature et de papiers de recherche que je pourrais, que j'ai pas cité effectivement dans cette présentation, mais c'est issu de publications qui ont été approuvées. J'ai pas le droit de dire le prénom. Est-ce que je ne dirai pas le prochain prénom? Est-ce que vous avez comparé cette technologie à d'autres approches? Si c'est le cas, avez-vous un tableau de comparaison des performances pour les différentes dimensions? Fidélité, confidentialité? Alors malheureusement, j'aurais pas ça ici, mais effectivement, on a commencé par là. Hein. On est allé comparer notre méthodologie à la fois des technologies GAN, des technologies VAE classiques, et les scores étaient bien plus hauts, que ce soit sur la fiabilité ou la confidentialité. Alors, on peut toujours, surtout sur la fiabilité, sur la confidentialité, on peut toujours vraiment détériorer la fiabilité pour en avoir beaucoup. Mais disons que c'était très au-dessus si on regarde vraiment les trois pans et qu'on veut maximiser les métriques sur chacun de ces trois critères. Merci. Pas d'autres questions pour l'instant. Il y en a pas un dans la salle? Merci beaucoup. On pourra toujours prendre des questions s'il y en a à la suite de l'intervention d'Alexandre, mais du coup, on va vous laisser la parole pour le cas d'usage de Foch. Voilà.
Bonjour à tous, Alexandre Drozet, directeur de l'innovation à l'hôpital Foch. Merci à l'INRIA, merci au Data de nous recevoir pour parler sur ce sujet qui nous intéresse à plus d'un titre. Foch, peut-être situé l'établissement, principal établissement du 92, hôpital privé d'intérêt collectif, qui vise, qui a une activité qui est plutôt hétérogène, polyvalente, avec des filières médico-chirurgicales complètes et très porteur à la fois de recherche clinique, mais également d'innovation. Et on s'est structuré assez tôt autour de l'IA, qui est pour nous un moteur, un facteur de changement majeur, et pour lequel on s'est structuré autour d'un comité IA qui vise notamment à faire de la veille. Premier sujet. Deuxième sujet, à sélectionner les partenaires, et notamment Bot Design, pour nous accompagner notamment sur des cas d'usage bien singuliers. Dernier sujet, c'est de poser très vite les éléments à la fois les plus transformants et d'aller sur de la scalabilité à l'échelle plus large, à l'échelle de l'établissement. Vous avez peut-être suivi l'actualité, Foch s'est rapproché de l'IMM dans le cadre d'une reprise qui a été actée. Et l'idée aussi, c'est d'aller aussi de plus en plus vers des sujets bicentriques, notamment en termes de recherche clinique et notamment en termes de portage autour de l'IA et de l'innovation. Donc, vous parlez peut-être du cas d'usage qui nous intéresse, qui est celui de Covidep. C'est une étude à promotion Foch bicentrique, initialement, qui a inclus 115 patients. Cette étude, elle n'a pas pu être terminée pour la simple et bonne raison que nous n'avons plus de patients qui étaient atteints du Covid. Et cette étude, elle visait à inclure des patients avec suspicion d'embolie pulmonaire. Et donc, on n'a pas pu terminer cette étude. Cette étude, elle a fait l'objet de 2 cas d'usage. Un qui va nous intéresser, qui va être l'anonymisation, et je repasserai la parole à Raphaël et on vous représentera à peu près On était assez convaincus des résultats de Mimic pour se dire que c'était transposable tout à fait à des études comme Covidep. Et puis un deuxième, c'était de poursuivre cette étude avec l'idée de la finaliser et de voir si on était en capacité d'avoir des résultats et donc d'avoir la puissance statistique pour aller à ces résultats. C'est une base qui est essentiellement constituée de données tabulaires, quantitatives et qualitatives. Et donc, on a anonymisé 115 malades. Et je te laisse ainsi poursuivre la fin de l'exposé pour reprendre l'anonymisation de ces patients. Merci Alexandre. Alors du coup, concernant les métriques d'évaluation sur cette base de données Covidep, donc la variable de classification qu'on a choisie, c'est la variable d'embolie pulmonaire binaire oui ou non. Et on a choisi la pression artérielle pour la variable cible de régression. Concernant les métriques d'évaluation sur la fiabilité, alors, encore une fois, on a les 3 décompositions de la distance de Wasserstein. En univarié, on est extrêmement bas et en multivarié, on l'est encore plus que sur la base de données mimiques. Donc, vraiment, ces 2 points-là sont très, très bons d'un point de vue fiabilité. On a une moyenne en conditionnel multivarié qui est extrêmement basse aussi à 4,2%. On a un max qui est un tout petit peu plus élevé que j'ai mis en pastille jaune parce qu'on a un max qu'on avait mis en seuil à 15% et on a atteint 15,3%. Donc voilà, c'est vraiment pas alarmant. C'est un sujet aussi de données manquantes qui peut faire que des fois, par sous-groupe, on peut avoir des petits écarts. Non, mais les données manquantes sont gérées, sont bien gérées par notre modèle. Mais voilà, une toute petite déviation. Donc sur les données issues, sur les métriques issues de la littérature, c'est très très bon. Sur les métriques issues de la thèse, on a une proportion de 85% des métriques qui ont passé le test KS en termes de similarité des distributions. On a un KS max qui est à 37%. Donc voilà, encore une fois, quelques variables qui ont pu un petit peu s'écarter d'un point de vue KS. Et en Fligner, on est à vraiment beaucoup moins de 10, qui montre vraiment que la variabilité a été conservée dans la base. Alors, je vous ai présenté encore une fois quelques plots de distribution avec en plus un histogramme par rapport à ce qu'on avait sur Mimic pour vous présenter au moins une variable catégorielle, ici binaire, dans la base de données. On voit encore une fois que les distributions sont vraiment très similaires, que quasiment toutes les variables ont passé le test KS issu de la thèse du docteur Clabec. Donc voilà, en termes de fiabilité, on était très content sur cette base de données Covidep.
Concernant les matrices de covariance, alors je ne sais pas si vous arrivez bien à voir parce qu'on avait beaucoup plus de variables que sur la base de données mimiques, ce qui explique pourquoi c'est un petit peu plus difficile à lire ici, mais on voit quand même que les matrices de covariance, que les matrices de covariance de la base de données réelles et de la base de données anonymisée sont quasiment identiques, ce qui montre encore une fois que les relations entre les variables ont bien été conservées. Et enfin, sur l'utilité et la confidentialité, on a réalisé les mêmes tests, à savoir un test en classification. Donc ici, c'était sur l'embolie pulmonaire, où on a eu 95% de précision, que ce soit sur les données, que ce soit quand c'était les données réelles qui ont fait office de données d'entraînement ou bien les données anonymisées. En régression, on est même allé un peu au-delà sur les données anonymisées. Pourquoi ce petit écart de 0,02%? C'est parce que des fois, les techniques de génération favorisent un peu plus la présence du signal. C'est pour ça aussi qu'on fait d'ailleurs de l'augmentation de données. Donc ça peut expliquer pourquoi, quand on vient entraîner sur les données anonymisées, ça peut être un peu meilleur. Et enfin, en termes de confidentialité, on a un ratio de confidentialité ici qui est à 100%. Donc sur le zéro cap, donc la métrique issue de la thèse, on atteint aussi 100% assez rapidement, au-dessus de 80, à partir à peu près de 5 variables connues par l'attaquant, ce qui est très très bon. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions sur à la fois la méthodologie, la théorie ou bien les cas d'usage, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Dans un premier temps, on peut peut-être prendre les questions qu'il y a dans la salle, s'il y en a. Merci beaucoup. J'avais une autre question concernant les données manquantes, justement. En fait, j'ai deux questions. Est-ce que cette approche peut être utilisée pour faire tout simplement de l'imputation de valeurs manquantes? Alors, je soupçonne que oui, mais si vous avez testé, je veux bien en savoir plus. Et la deuxième question, c'est un peu plus complexe. Est-ce qu'on peut utiliser cette approche plutôt pour reproduire les missingness patterns, si je puis dire, des données manquantes, c'est-à-dire rendre une base de données encore plus réaliste en reproduisant aussi les valeurs manquantes et la façon dont elles sont manquantes? Concernant la première question, oui, à nous, c'était assez naturel d'aller faire de l'imputation de données, en tout cas d'adapter notre modèle pour faire de l'imputation parce que historiquement, les VAE sont très utilisés pour ça. L'introduction de la géométrie viriménienne dans l'espace latent a rendu des résultats assez spectaculaires sur l'imputation de données. La seule chose, c'est que il faut changer pas l'architecture, mais au moins ce qu'on envoie au réseau, c'est-à-dire que là, il faut envoyer les masses de données manquantes à peu près à toutes les parties du réseau, que ce soit à la métrique riemannienne, qui est un réseau de neurones, à l'encodeur, au décodeur, aussi à la loss, qu'il apprenne ce pattern de données manquantes et qu'il puisse imputer de manière efficace. On n'a pas encore fait l'introduction de données manquantes, j'ai envie de dire a posteriori, en apprenant le masse de données manquantes, même s'il le fait de manière indirecte quand il fait de l'imputation de données, tout simplement parce qu'en général, on préfère avoir des données complètes, ou en tout cas, quand on nous demande des bases de données générées, que ce soit sur l'imputation, l'augmentation ou l'anonymisation, on préfère avoir des données, on préfère avoir des données complètes, mais ce serait tout à fait possible. Merci. Merci pour la présentation. Moi, j'aurais une question par rapport à ce qu'on est-ce qu'on peut synthétiser des données par contexte, c'est-à-dire sélectionner une partie de la database initiale, mais garder une partie qu'on ne veut pas synthétiser et synthétiser que du coup une partie. Je donne un exemple, j'ai un patient à Paris, j'ai envie de ne pas synthétiser Paris et synthétiser tout le reste. Est-ce que les auto-encodeurs variationnels le permettent? Alors, si j'ai bien compris, pour moi, c'est peut-être plus un sujet de pré-traitement de la base que de modélisation, c'est-à-dire qu'on va aller filtrer la base sur les colonnes ou les variables d'intérêt qu'on souhaite. C'est des choses qui arrivent très souvent. Donc oui, c'est tout à fait possible, mais c'est pas quelque chose qu'on va introduire dans la modélisation, c'est-à-dire sur la partie modèle, mais vraiment sur la partie pré-processing et pré-traitement. Merci. Je voudrais bien faire une réponse complémentaire parce que du coup, c'est une question fondamentale à partir des bases de données initiales, puisque évidemment, dans la santé, quand on va augmenter des bases de données, il ne faut pas qu'on introduise de biais. Et donc, du coup, cette base de données initiale, elle est toujours traitée par des professionnels de santé dans le cadre de nos comités de garantie humaine. Et c'est eux qui vont décider soit d'enlever des patients pour rééquilibrer la base,
ou d'ailleurs d'en rajouter à partir de la littérature si elle n'était pas suffisamment représentative. En tout cas, c'est jamais nous qui touchons à la base de données initiale, c'est toujours le professionnel de santé qui va le faire. Et même chose sur les bases de données générées, c'est-à-dire qu'on a un comité de garantie humaine mixte qui va être constitué par d'une partie mathématiciens, statisticiens qui vont valider tous les KPI qu'a présenté Raphaël, et une partie comité de garantie humaine du métier, c'est-à-dire des professionnels de santé spécialistes de l'organe, c'est-à-dire c'est pas un dermato qui va aller nous reviewer une base de données en cardiologie, par exemple, ou l'inverse. Et donc, du coup, ce sont ces professionnels de santé-là qui vont travailler sur ces sujets-là. Et là, notamment dans le cadre, je crois que je peux en parler pour donner l'exemple, Mathieu, dans le cadre de l'augmentation de données génétiques qu'on va faire sur les single cells, dans le cadre de Pionnier de l'IA qu'on a remporté avec Unicancer, eh bien, on est en train de constituer avec Unicancer un comité médical, et c'est ce comité médical qui attestera si les données qu'on aura générées, nous, avec la méthodologie, sont bien fiables ou pas, et sont exploitables ou pas dans le domaine médical. Donc, nous, on ne touche jamais aux bases de données si on n'a pas une directive médicale dans ce domaine. Merci beaucoup pour cette réponse. Je crois qu'on a une autre question dans la salle. Ouais, allez-y. Oui, peut-être une question pour aller un tout petit peu plus loin sur la réutilisation de ces données anonymisées. Donc, vous voyez où je veux en venir. Donc, sur les capacités, à les partager plus aisément, à les faire sortir de France, d'Europe, etc. Donc, du cadre du RGPD, on commence à entendre parler de l'anonymisation aussi du SNDS. Donc, quelles sont les interactions, la perception de ces données anonymisées par ces techniques qui sont extrêmement séduisantes et voilà qui fonctionnent bien sur ces deux exemples. Quelles sont aujourd'hui les réactions ou les échanges avec la CNIL? Alors, une première réponse qui est ancienne, parce que du coup, quand on avait publié le livre blanc avec Stéphanie Alassonnière et tout le groupe qui avait contribué, notamment le Health Data Hub, on avait interrogé la CNIL sur le statut des données artificielles, et la CNIL a reconnu, c'est indiqué dans le livre blanc, qu'on sortait bien, ces données sortaient bien du RGPD. Donc c'est vrai que ça offre des potentialités importantes sur le transfert de ces données, et le rêve, ce serait qu'on arrive à virtualiser, si je puis dire, je vais appeler ça comme ça, ou synthétiser le SNDS, parce qu'alors là, du coup, et d'où ça commence en effet, et d'où l'intérêt porté à ces technologies dans le cadre des entrepôts de données de santé, aussi bien régionaux que thématiques, que l'entrepôt européen, parce que du coup, ça va grandement faciliter la circulation avec des finalités autorisées, bien évidemment. Merci beaucoup. On peut prendre une dernière question en ligne, en présentiel. Plus pour commenter, nous, on a fait un jeu de données synthétiques. La CNIL nous a confirmé exactement ce que vous venez de dire. C'est-à-dire qu'on sortait du RGPD et il y avait un autre intérêt, c'est que du coup, on n'était même plus en obligation d'hébergement de données de santé. Donc, ça permettait du HDS. Et voilà, et ça permettait de travailler différemment à des coûts aussi différents. Alors après, évidemment, ça pose la question quand même de l'autorisation des patients. Donc il faut, dans les études qu'on met en œuvre et la constitution des bases de données auprès des patients, notamment quand elles sont issues du soin ou de la recherche, d'avoir bien indiqué aux patients que ces données seront réutilisées dans le cadre de traitement d'IA. Donc la CNIL est malgré tout très attentive à ça, ce qu'on peut comprendre bien sûr. Merci. On va essayer de prendre quelques questions en ligne. Il y en a eu pas mal, donc on n'aura peut-être pas le temps de répondre à tout, mais on n'hésitera pas. Enfin, on s'organisera en tout cas pour que les questions qui n'ont pas été posées puissent être posées par mail, c'est ça, Laurie, et qu'on puisse en tout cas répondre à toutes vos questions. On va essayer de faire un petit échange. Questions courtes, réponses courtes. Il nous reste 3 minutes. Il y avait quelqu'un qui posait une question en anglais, mais sur les ressources en CPU, GPU. Pour produire le type de dataset synthétique que tu as présenté? Alors, sur les bases de données tabulaires, c'est du CPU. C'est du CPU classique, donc on est sur 16 cœurs. Alors, je ne sais plus exactement combien nombre de hertz on est, mais 16 cœurs. Parfait, merci. Le code source est-il ouvert? Non. C'est d'accord. Merci. Qu'en est-il de la représentativité? Ça, c'est peut-être un peu plus... Alors, la représentativité de la base de données, elle est toujours fournie par, comme le disait Jean-Louis, en fait, c'est le comité de garantie humaine qui a au début en fait, de chaque projet. Donc, c'est eux qui s'assurent que sur chacune des variables,
les populations, ou en tout cas ce qui est mesuré est bien représentatif dans cet échantillon de la population globale. Ok, il nous reste 2 minutes. Les résultats des comparaisons ont-ils été publiés? C'est en cours. Très bien. Alors, attends. Avez-vous essayé, ça bouge, ça n'arrête pas. Avez-vous essayé de générer des données synthétiques pour faire de la data augmentation et ainsi entraîner des modèles plus larges? Si oui, avez-vous constaté des biais? Alors, à l'origine, en fait, on a commencé par la data augmentation avec le modèle RHVE. Donc oui, on a bien fait de l'augmentation de données. On l'a fait aussi du coup dans le cadre du projet COVIDEP. C'est en cours de publication. Et on a eu, oui, effectivement, des gros gains de performance avec cette technologie quand on a entraîné des classifieurs ou des régresseurs avec l'augmentation de données. Mais pas de biais, pardon, c'est vrai que c'était la question d'origine. Merci. Peut-être une dernière. Je suis désolée pour tout le monde, mais il y a vraiment beaucoup de questions, ce qui est très bien. On vous fera passer tout ça et on pourra transmettre les réponses aux gens. Peut-être une toute dernière, je la prends vraiment dans l'ordre. Avez-vous évalué la robustesse des données synthétiques face à des attaques de réidentification issues de l'état de l'art afin de vérifier si un attaquant pourrait retrouver ou inférer l'identité des individus à partir des données générées? Alors, question plus compliquée. Déjà, il y a la métrique du zéro cap, donc qui a bien été présentée et qui vient aller regarder les correspondances directes entre la base de données réelle et la base de données anonymisée, donc avec un attaquant qui, encore une fois, connaît 1, 2, 3 jusqu'à k variables et vient essayer d'en déduire une variable sensible. Là, on est sur du matching exact. C'est pour ça qu'on a aussi des scores très élevés. Il y a une autre métrique qui est issue de la thèse qui s'appelle le Generalized Cap, qui vient regarder ici la probabilité d'une variable sensible en fonction, voilà, on va pas regarder les correspondances exactes, mais les variables proches. Comme c'était présenté dans la thèse, en fait, cette métrique est à contrario de l'utilité, parce que si on vient dire si je connais cette valeur pour une variable, cette valeur pour une variable et cette valeur pour une variable, normalement, d'un point de vue utilité, on devrait obtenir la même chose entre la base de données réelle et la base de données anonymisée, puisque si on a une autre valeur pour la variable sensible, ça veut dire que la base de données n'est pas réutilisable. Alors forcément, il faut faire un compromis entre utilité et confidentialité. Mais pour toutes les autres raisons et toutes les autres métriques que je vous ai présentées sur la confidentialité, on est assez content justement de cette capacité du modèle à bien protéger les patients réels. Merci beaucoup. On va s'arrêter là. Je vous remercie beaucoup tous les trois. Merci beaucoup. Si vous pensez à flasher le QR code, merci beaucoup. Oui, et puis on le rappellera de toute façon. Laurie, je te laisse la main. Merci. Oui, donc soit vous pouvez envoyer les questions auxquelles on n'a pas répondu directement à ces adresses mail, sinon à opensource@healthdata.fr et on ne manquera pas de les faire passer. So the next session will be held in English, and we are pleased to welcome Alessandro Di Pietro from Endo that will talk about Endo technology, and after his talk, Alice Bonomi will talk about a use case. So thank you very much. Okay, I'm not going to be able to use this. Okay, good evening, everyone. Thank you for the invitation. And sorry, last time I couldn't come at the end, not even online. So that's why here I am presenting today on the show. My name is Alessandro. I am the responsible for the business development at Aindo. I am a former biomedical engineer, so I have done coding, but thankfully today I'm not anymore. And today what I'm going to show you is basically in this first part of the presentation, and then I will leave the word to Alicia, what we are doing with synthetic data since we have started in 2018, basically. So today we are 30 people in the company, and we are based in Italy. Everything started in Trieste. Long story short, we have undergone several changes, also several trials in what synthetic data could do, and in general what generative AI could do, starting from real data. And today we have gathered 6 million. Now the last round was closed in 2023, and we are focusing fully on healthcare data.
only because we have developed that we understood that healthcare data are the one that are well protected, most protected, and they are the one that have the invaluable value beneath them. We started just because we couldn't have access to data. So everything we have done until now was because we were developing AI models and we didn't have the data to develop those. So without boring you with the overall same story on how much valuable is the asset that is data, just one thing, it is not only privacy, the problem that we are targeting, it is also data quality and in general way also data accessibility, not only because of GDPR. First of all, what is synthetic data for us? So since synthetic data is any kind of data that is constructed algorithmically, it is important for us to say that everything we are doing with the generation of synthetic data is based on AI model, which can be various AI model. We started with some technology. Today we are using other technology. I'm very happy that there is also here in France now someone that is continuing this journey because it's good for the entire ecosystem, I would say. For us, synthetic data is something that is generated by generative AI techniques. So we always start from real data and then we extrapolate the correlation, the information within the real data set, and we inject it into a new complete data set. So a data set that can be the same in a structured way of the original one, but it can be bigger, can be longer if it's a time series. The important thing is that we do not generate information from scratch. So augmentation per se, we say it's rarely possible if we do not inject additional information into the models that are generating this data. Today, when we think about synthetic data, the first thing that all of us should have in mind is ChatGPT, because everything we get out of this kind of LLM is actually a synthetic data generation. But in very, very simple terms, synthetic data, it's we can see it in 2D, in 2 dimension, as make an inference on data point and trying to extrapolate a statistical distribution that then we can interrogate and sample from this distribution to regenerate synthetic data set that have the property that will contain no sensitive information because it's basically a fake data, but will contain all the statistical information that I want to make statistical analysis and to train AI models afterwards. As I was saying, we started at the beginning trying and implementing also in industry our own version of generative adversarial network, a variational autoencoder. We created and licensed it in Italy, a blend of this algorithm, and we use them, we still use them, but we used them mainly in the past because basically this kind of technology were born for images. So images are in effect a matrix of number, which means that are the easiest data to be synthesized based on existing data. It is a different story when we go to structured data, because structured data could be any kind of data in terms of variables that are contained in the Excel file that we have. We have now started to use, and this is the basic and major technology that we're using, a customized way of transformers. This is because transformers suit very well when we talk about structured data. The way in which the architecture of transformer is made make it very easily to generate something from prior knowledge, and in particular transformer technology have an overall path that starts with the input sequence, so the real world data. It goes through an embedding layer that allows basically to translate what is real world, what is real data, into something that it's a token. And then vectorializing this token, we can regenerate, trying to basically minimize a loss function that makes us sure that the data point in the embedded space that we were talking about before are not that close that we can say there is an overfitting. So we're just copying and pasting what we have learned, but we are actually providing a new data set that is far away enough from the original one. In the last part, we have to, of course, encode again into decode again from the token to the real world word or data that our dictionary have learned. But one thing that is important is that in the generative pre-trained transformer, that means that
it is used some kind of model that has already been pre-trained before we actually apply to real world data, the process that we have seen in the previous slide is way faster and way more precise, and it can also generalize better what it's generating. On top of that, when we think about generative pre-trained transformer, what it does is basically predicting the next word, the next token that will be generated, which means that while he's generating synthetic data, he will redo and redo again and again the same process, and meaning this that it will take a lot of computational power. So we have always to need to understand that applying this methodology is not like applying any kind of software, and it's very computing resource consuming. Applying it to structured data has different challenges. One is that we have to also take care about relational data. So when it is the case that we have a table that links other table, the synthesization of the overall data set is not as easy as if we have only one simple flat table. Another thing is that, of course, when we want to generate a new data set, a new structured data set, we have to deal with missing data. So there's why also where synthesization can help in imputing the missing values during the process. And it is also a problem of we have different kind of data within the same data set. So we could have free text, we could have category, we could have alphanumeric string, we could have everything inside a structured data. Of course, we do not put images into a structured data of any kind of other multi-modal data, but it's an additional problem. And on top of this means that the dictionary that we were talking about before in the transformant technology have to be, let's say, relearned any time that we want to learn a statistical distribution from a real data set. So what is fixed in LLM such ChatGPT, Gemini, which is the first part of the encoding part, it always have to change every time that we want to use this technology to start from a different data set, because every data set will have different background and context. Regarding privacy, what we have started at the beginning was always the question, how can I use this data and how trustful they are? Now, I will leave to Alice the point on statistical fidelity, because it's what about the validation that we have performed with the Cardiological Center of Monzino is about. But I will talk about what means privacy for us. And of course, this is a truth that we cannot avoid to say. A dataset cannot be fully anonymized, maintaining the same kind of utility, maintaining the same kind of information, because any kind of activity that goes in this direction, it's a way to secure some kind of information in a way that we cannot re-identify any patient inside the dataset. Meaning that, of course, there is a trade-off between privacy and utility, and synthetic data generation has proven to be one technology, no matter the technology that is lying below, but is the technology that best suit for maintaining the utility of the dataset. And in the identification cases, it's also well proven that if you want to anonymize or pseudonymize structured data, you can patch them as long as you want, but doing so, you are destroying all the information. Now, those are, let's say, direct identifiers, so I'm not really concerned about destroying this. But if I am destroying this kind of data to fully anonymize the data, I will never be able to use the data that I have collected for the purposes that I want. And synthetic data generation enables a no re-identification process, which means that once I have done the one-way transformation, I cannot go back. Meaning that on top of the fact that inside the synthetic version of the dataset, there will be no original record, I will never be able to understand from this kind of information what was in the beginning table. As metrics that we used, again, once we started in literature, there was only what was written in academia, and actually we started from the academia to develop this kind of modeling, and also the privacy metrics that we had to use. Let's say we started by the request of the customer, the request of the partner that were working with us, because for us it was, let's say, mathematically proven that the privacy was guaranteed. But of course, now there are in literature two big families of privacy metrics that we are both using, I would say.
And the first one is the distance-based metrics. So basically, we have metrics that are able to identify if there is still any record, any real record into the synthetic data. And of course, these are eliminated during the process. And there is also what is more distance-based metrics that are related to understand if the distance in the embedded space of the data point that I have encoded from the real one and I generated after the application of the methodology is close enough, length enough, further enough from the real one. These are metrics such the nearest neighbor that we use, and they are, let's say, embedded in the way in which we generate, meaning that all these metrics are calculated every generation that we can do. If we start from a single data set, then the system will print out a report that will not only have this kind of values, let's say the privacy score, but will also have fidelity scores and utility scores. Of course, these metrics have some kind of, let's say, issues, let's call it this way, because the way in which we can measure distance between vectors is of course arbitrary. We can select the type of distance that we want to use. And so we cannot compare the most of the time if there is no standard. The high dimensionality of the real data can make can distort the result in the evaluation of the privacy metrics. Of course, we have to, as always, the truth is in the middle, and we have to integrate it with some other distances. Metrics that are based instead on attacks, and are those metrics that are based on the 3 attacks that are mentioned in the GDPR, which means at the Working Party 2029, linkability, inference, and singling out. So basically, there is a paper from a company that is Anonymeter that have coded this kind of attacks and have set the way in which these attacks have to be simulated. The problem with these metrics is that are very, very stressful computationally speaking, so they need a lot of time or a lot of resources to be run, which make it impossible to apply it every time we do a generation in industrial context, and are highly dependent on the parameters. So that means that between the 2 sets of privacy metrics, after making also, of course, a comparison, because we already have validated this point, and there is also a peer review article that we will be going out soon, we have understood that basically sophisticated metrics such attack-based metrics don't add much information, but of course are a good way to validate what we have already obtained with distance-based metrics. Meaning this, at the end, we have understood that in our field, so in healthcare and life science data, there are 3 high dimensions in which we can evaluate synthetic data, which is privacy, so data protection, fidelity, which mainly is statistical coherence with the real one, and clinical utility. Now, utility, has been said before, is the ability of synthetic data to train an AI model, maintaining the performance, which we call model compatibility. But in clinical application, and when we want to use clinical data for example, real-world evidence generation, we need to be sure that the data that we produce are accurate enough in clinical context, which, as we have learned, is very different from, for example, financial context or insurance context, because the threshold that were given also before, it's highly, I would say, subjective based on the use case. There will be some companies that will provide you some threshold, some other hospital will provide you different threshold based on data, but also based on the application, which means that for what we have done is performing clinical validation with our partner that today in Italy are mainly research center and hospitals, and perform these studies that Alicia will show you later. Last but not least, it is important for the overall system to standardize and to get some kind of baseline, such as we have for the ISO certification. So this is the first certification that there is in Europe now for anonymization techniques. Does not apply only to synthetic data. Actually, first one that we did was synthetic data for, let's say, privacy for synthetic data. We were the first one to obtain it. I don't know how it is now. But it's important because otherwise we do not have a common ground to compare different kind of techniques.
Now, how are we using this today in the clinical world? Of course, synthetic data can facilitate data access, so we can share and train AI model. We can share and train any kind of narrow machine learning methodology within the healthcare domain. We can optimize public administration planning because we can also support at regional level the use and the leverage of the data that are collected from public administration. But at industrial level, what we have seen as the most let's say appeal, it is the generation of real-world evidence. Real-world evidence are all the evidence that are generated by real-world data. So any kind of data that is generated by doctors when you go to a visit or any kind of intervention. Also, the ring that I have here is let's say a biomedical data producer. And today they are rising. The use of RWE is rising because the new joint technology assessment that is requested by the European Union on healthcare technologies, so meaning drugs, allows the use of real-world evidence on top and pairing the use of randomized clinical trial. Data coming from randomized clinical trial. And all the world is going into this direction. If we think about the European health data space, if we think about the Darwin project, all these kind of activity that are pushing the use of what is produced by us. Meaning this, just to conclude, we are sitting on a lot of data that is hidden, especially in the healthcare domain, because as one of the latest studies of Gartner shows, this is very, very new actually, there is 95% of public health data that is still not accessible and underutilized. And we could do a lot of things with synthesization. We could do creation and generation of synthetic control arms, for example, in orphan drugs, or for example, for label extension, rare diseases where we do not have a valid, or we do not have at all the patient to be enrolled for a control group. So there are studies that actually are not even head-to-head. They are only just the treatment group and there is no control group. We could use these technologies to generate additional data, extrapolating time series, so generating follow-up that today we are missing, to support the evidence that we already accept, even if we do not have real data. So this close my part, I would say. I do not remember if we have the question now. Okay, Yes. perfect. So Thank you for the question. Merci beaucoup, Alessandro. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, en anglais, en français pour Alessandro? N'hésitez pas. En italien. Je peux comprendre un peu. Ghislain. Con calma. Ah, j'ai pas le droit de dire. Lentement, lentement. Hello, Alessandro. Thank you for your talk. I had a question on slide 16, I think. I'll try to recall it. What was the topic? It was on GDPR and your comment about this company which tried to push the attack vectors to re-identify data. And this is anonymeter. Ah, okay. Yeah. And here I was wondering, like, who has the authority to assess what's a realistic attack vector? Because your comments made me tick, because you're kind of saying this company pushed the attack vectors very far and they're computationally very demanding. So that's why we will only focus to realistic attack vectors. But I was wondering who has the authority to decide what's realistic and what's too much. This is a very good question. I don't have the answer because I don't think that nobody has the authority today. What I can tell you is last February we were with other companies that are engaged also in the same synthetic data journey, let's call it this way, to discuss about privacy metrics exactly. And there were very good level discussion actually about the fact that if we do not have a standard, we cannot set expectation, not even for the result of the attacks. Now, the attacks that have been selected here are coming directly from GDPR, basically. So the type of attacks that today define what is an anonymous data are those three. But not because there is someone that decided it, which is the EPDB, I would say. And but there is nothing more on this. There's not even a threshold, for example, because when you say, okay, it has to resist to these three attacks, but you don't give me the
the threshold in which I have to fulfill. Once in Italy, there was it was not, of course, official, but in Italy, the Data Protection Authority tried to say that a data is anonymous if re-identification is possible with 1%, but it's not low. So again, it is something that requires, in my opinion, my personal opinion, some kind of standardization, because in this way, and certification too, because in this way, we can work faster. We do not have always to explain to privacy, specialized people, lawyers, and DPOs what we are doing. And this is the only way to push the technology into the industrial world in a seamless way, I would say. Thank you. Merci. Laurie, est-ce qu'on a des questions en ligne? Est-ce qu'il y a... N'hésitez pas ici aussi. Il y a une question en ligne. When assessing the privacy risk, are you able to achieve a mitigation that is able to completely reduce the risk? If no, how do you determine that the risk is sufficiently low for synthetic data to be flagged as anonymized? And have you consulted the Italian Data Protection Authority for opinion? Thank you for the question to the online people. Okay, two things. We have consulted the Data Protection Authority. Yes, we actually received an inspection from the Data Protection Authority about what we were doing. Because of course, our let's say way to work is engaging institutions before they are coming to inspect us. So they knew already who we were. While getting this certification from this authorized body, part of the release of the certification included also an inspection from the Data Protection Authority in our office, so where we were developing, we are developing everything and we work, and the inspection ended up with no further action required. So this is the first interaction that we had. Nowadays we are engaging the Data Protection Authority, but also Agenas, which is a public body in Italy that has to deal with the development of standard for these new AI technologies. And we collaborate with them to sometimes explain, sometimes adapt to what are the objectives that are posing to us. And what can we say if a data is anonymous? In general, this certification today allows us to say that for on-premise deployment and on healthcare data, the data that we generate are GDPR compliant, namely they are not going under the umbrella of the GDPR. But if the question was about a certain numbers that we have to maintain, this is upon the customer, upon the organization that can select the level of privacy that they want to achieve. This person added compliments. Just to add something on the answer regarding the question of who has the authority to decide on realistic attack, the EU Court of Justice, ultimate authority that interprets the GDPR, has decided in one of its rulings that when assessing anonymity, legal means and realistic case should be considered. Only realistic case, I would say. Yes, who decide what is realistic and what's not? I would say that it is a matter of resources, available resources to the attacker. So we have to put ourselves in the position of can we effectively run this attack, which is also the way in which the latest decision on the Deloitte case was given about pseudonymization. So today, the European Commission said that if a data is pseudonymized and it can be proved that there are no ways, no resources to effectively go back from the pseudonymized data to the real data, that data is anonymous, which enlarged the definition of anonymous, of course. But I believe that this is still an open point also for the European Commission. Thank you. We have a last question online. What about synthetic images? Are they also considered RGPD safe if generated? Long story answer, no, not in our technology, because we have until now focused on tabular data, which were, as I said at the beginning, the biggest challenge. So anytime you take this kind of certification, not this kind, this certification, you have to do it in a specific use case with specific condition and specific kind of data. So for now, we are working and we have developed also the
add-on on the model that we use to ingest also images and in general multimodal data. And we are working with the Europrivacy team also to expand the certification. We have it now in the case that I told you for generating same statistical distribution synthetic data, but we have also extended it to the generative application of prediction. So when we use generative AI in this way, we learn from the real data and we are able to predict the development of the certain data set in time, which means that if I have enough data, if I have a deep time series, deep enough, I can also predict what will the data do in the future, which means simulating in this sense, but of course simulating only on the information that I've been given. Otherwise, I need to inject additional information in the. Thanks a lot. Thank you. Now we give the to Alice. Yeah. So thank you again. So for the following talk, Alice Bonomi is online. You will be able to share your screen, I think, in some minutes. Can you hear us? Yes, good. And I'm Alice Bonomi, and I'm the head of biostatistician at clinical data platform of unit of Centro Cardiologico Monzino in Milan. Today, I will present our work about validation of synthetic data, in particular our clinical use case in Centro Cardiologico Monzino. I will start with a brief overview of the synthetic literature on synthetic data. If we look at the graph, we clearly see an exponential increase in the number of publications over the past few years, highlight the growing interest in this topic. This interest concerns both the methodology approach used to generate synthetic data and their application in different fields, including healthcare. The aim of this study was to evaluate how accurately synthetic data can reproduce the statistical characteristic of real clinical dataset, and to assess the transferability of predictive models. In other words, we want to determine whether models trained on synthetic data could also perform well when applied to real clinical data. To investigate this, we developed two clinical use cases in patients with dyslipidemia undergoing secondary cardiovascular prevention. The first use case investigates clinical factor associated with statin-associated muscle symptom. The second use case evaluates the relationship between change in LDL cholesterol and the intensity of therapeutic management. We start with the use case 1. In the first use case, we analyze 1,000 patients with dyslipidemia in secondary prevention, cardiovascular prevention, and we analyze 75 clinical variables. The analysis consisted of 3 main steps. First, we compared descriptive statistics between real and synthetic dataset. Second, we develop a predictive model using separately synthetic data and real-world data. And at the last, we evaluate model transferability, meaning we train the model on synthetic data and then validate it on real clinical data. And let's start with the comparison of variable distribution. In real-world analysis, due to the type 1 error, we will expect around 5% of variables to show statistical significant difference even when the datasets are similar. In our analysis, we evaluate 49 categorical variables only, and only one variable corresponding to about 2% showed different distribution.
For the 25 continuous variables analyzed, 16 persons show statistical significant difference. Overall, these results suggest that synthetic data reproduce the statistical characteristic of the real data set quite well with only limited and expected difference. Next, we run a logistic regression model with stepwise selection and cross-validation to identify the possible the clinical predictors of our outcome. The variables selected by the model were CPK levels and therapy modification in both datasets, in real data and the synthetic data. When comparing the results, the odds ratio of CPK levels is very similar in both datasets. When then when the variable therapy modification, the odds ratio in both datasets are we have the similar direction, the same direction, but the synthetic data underestimate the effect. We then test model transferability by training the model on synthetic dataset only and validating it on the real dataset. The variables selected by stepwise regression in synthetic dataset were confirmed in real dataset, suggesting a good level of model transferability. The second use case included 700 patients with dyslipidemia in secondary cardiovascular prevention, and we analyzed 60 clinical variables. The methodology approach again includes the comparison of descriptive statistics, developed a predict model, and boost to evaluate the stability of estimate. For the categorical variables, we analyze variables and non show difference in distribution between real and synthetic. Among the 18 continuous variable, approximately 11% showed significant difference. Once again, this finding indicates that synthetic data closely replicate the statistical distribution of the real data. For this use case, we applied a dual model with stepwise selection and cross-validation. And the main variable selected by the model was the intensity of pharmacology treatment, both in real data set and in the synthetic data set. The results obtained using synthetic data were consistent with those obtained using real data, confirming the model development on synthetic data sets are able to identify the same clinical predictors. To summarize, the distribution of variables in synthetic data closely reflects those observed in real clinical data with a minimal and acceptable difference. Second, in predictive analysis, models developed on synthetic data identify the same key clinical predictors as those developed in real data. And in the last, models trained only on synthetic data can be surfacely transferred and validated on real data set, supporting their potential use in clinical research. And now we talk about another use case, additional use case, ongoing use case. The goal of first use case is to predict follow-up lipid values, including LDL, HDL, triglycerides, and total cholesterol, based only on baseline information and treatment intensity,
This synthetase estimate will then be compared with real follow-up data in order to evaluate their accuracy. Now I present the primary results of this use case. This is ongoing only because we are using a more powerful machine to run the analysis. And the primary results are shown in the graph. You can see that the distribution of the 4 predicted clinical parameters, LDL, HDL, and so on, obtained from the synthetic data in blue are largely overlap with the real follow-up data in red. This suggests that synthetic data could also play an important role in prediction, even when only baseline information is available. And the second use case ongoing are in a clinical trial on rare disease. And the synthetic data may also play an important role in this clinical trial where patient recruitment is often challenging. Possible approach include construction synthetic control arm using only the trial data or real world data. The second solution is integrate synthetic data with partial real patients recruited. And in the last, we apply methods such as a technology ANOVA, which allow the same statistical power while reducing the number of subjects. The solution will be applying during the trial, and the recruitment will then continue with the real patients. And at the end, the results obtained from the synthetic arm will be compared with the data collected from the actual patients. Sorry, but we are now waiting for the results In conclusion, synthetic data represent a promising tool to make clinical research faster, safer, and more efficient. And thank you for your attention. Okay, I think we're good. Thank you again, Alicia. Thank you, Alessandro. Thank you. Ok. Merci encore. Désolée pour ce petit couac. Nous n'y sommes un peu pour rien. Je crois que c'est la connexion Wi-Fi de la salle, je ne sais pas. Mais nous allons passer à la troisième et dernière session avec un intervenant en présentiel. Merci beaucoup, Xavier. Voilà, Xavier Tanier. Si on passe, je crois, le petit slide d'après, tu dois avoir même ton petite présentation. Voilà. Et Xavier est directeur du laboratoire LIMIX et responsable de la spécialité mathématiques appliquées et informatique à Polytech Sorbonne. Et il s'occupe, entre autres, enfin, en tout cas, il est très impliqué. Et tu vas nous donner ton rôle exactement dans le projet Partage. Et voilà, le projet Partage qui est piloté par le HDH, mais dans lequel il y a plein de partenaires. Exactement. Ça marche pas là, si, c'est bon. Bonsoir tout le monde. Merci pour cette introduction. Donc, je vais vous présenter rapidement, très rapidement même, le projet Partage dans son ensemble, et on va se focaliser sur la question des patients fictifs qui ont été produits. Donc, c'est un travail qui est sur le point d'être terminé. C'est une question de jours ou d'une toute petite poignée de semaines. Et comme vous voyez, même le titre est sur le point d'être terminé. On est toujours sur un débat qui est en train d'être clos quand même sur est-ce que synthétique, fictif, et puis fictitious ou fictional en anglais. Alors peut-être c'est une audience qui va être particulièrement sensible à ce débat sémantique, mais on va peut-être garder ça pour les questions. Mais nous, donc on insiste sur le fait, donc on a appelé ça fictionnel. C'est des patients, fictifs. C'est des patients fictifs, mais c'est bien des comptes rendus réels, pour le coup, puisque rédigés par des humains. Je pense pas avoir vraiment besoin de cette diapo pour vous convaincre que la question de la confidentialité des données, même si d'une certaine, en tant que citoyen, on peut s'en féliciter, notre cerveau de chercheur ou de travailleur sur le sujet a un peu plus de mal avec cette question, et que donc la question de générer des données fictives ou synthétiques est quelque chose d'important. Et le projet Partage s'est préoccupé
de cette question. Donc effectivement, le projet partage, c'est quelque chose de gros, et je répète, je vais en mentionner au final, je vais en parler que d'une petite partie de ce projet. 10 équipes de recherche en traitement automatique des langues, une vingtaine d'établissements de santé, des partenaires privés, et je le souligne parce que c'est important pour ce que je vais dire, des associations d'internes dans 17 spécialités. Donc, dans ce gros projet, il y a plusieurs étapes, plusieurs objectifs, et je vais me focaliser sur un de ces objectifs. Donc, le premier de ces objectifs, c'est de produire des modèles génératifs en français médical, et d'être capable de les ouvrir et de les libérer en open source. La deuxième étape, c'est celle dont je vais parler, c'est de générer de proposer un corpus de patients fictifs, mais un corpus de rapports réels de patients fictifs, pour permettre de libérer un petit peu ce verrou de la confidentialité des données et de l'impossibilité de partager ces données. Une étape dont je vais parler très rapidement parce que ça a un impact sur la distribution de notre corpus, c'est qu'il y a 7 cas d'usage spécifiques qui sont intégrés dans ce projet, et au final, on a une plateforme d'évaluation qui est proposée par un de nos partenaires, et qui va permettre de tester des futurs modèles sur les différents jeux de données. Donc, pour me focaliser sur la question des patients fictifs, donc couleur originale et imprévue, mais peu importe, j'espère que ça ne va pas poser des problèmes de visibilité par la suite. C'est un travail fortement d'équipe. Alors, je vais parler principalement des patients fictifs à gauche. Donc, c'est un gros effort de coordination, que ce soit pour les cas d'usage ou pour les patients fictifs, fait par les collègues du Edge Data Hub. Pour le corpus dont je vais vous parler, les personnes impliquées sont Salama Barra, Rémi Flicoteau de la PHP, Pierre Zweigenbaum, Aurélie Névéol du Listen et moi-même. Et puis on a aussi donc beaucoup de partenaires que je vais peut-être pas citer pour les cas d'usage et les annotations. Alors, en quoi ça consiste de créer un corpus réel de patients fictifs? Je ne vais pas le redire à chaque fois. Donc, la première, c'est un partenariat avec des associations d'internes. Pourquoi? Parce qu'on voulait que ces dossiers soient écrits par des spécialistes, et ce qui nous a paru être le meilleur compromis entre spécialité et disponibilité, c'est des internes seniors, médecins juniors qui nous ont rédigé des comptes rendus de patients. On a créé des guidelines pour choisir des cas cliniques, pour choisir des scénarios cliniques, pour guider les auteurs dans leur rédaction. Et donc, chaque patient a été donc rédigé par un auteur et validé, vérifié, corrigé ou exclu. D'ailleurs, 3,6% des rapports seront jamais libérés parce qu'ils ont été exclus par le rapporteur, avec une cible de 5000 patients. Et on a une annotation pour certains d'entre eux. Je vous en parlerai tout à l'heure, des annotations sur certains cas d'usage. Et au final, on a un corpus open source qu'on va libérer dans les semaines qui viennent. Donc, ça ressemble à ça, le corpus partage. Donc, ça, c'est un patient. Un patient, qu'est-ce que c'est? C'est d'une part un scénario. Le scénario, il est suggéré, enfin, il est même imposé d'une certaine façon au rédacteur. Donc, qu'est-ce que c'est que le scénario? C'est un nom fictif, c'est un âge, c'est un sexe, c'est un diagnostic primaire, c'est un type de soin, un mode d'admission et un mode de sortie. Donc, ça, c'est ce qui est imposé. On propose aussi, à titre d'information, une liste de diagnostics secondaires régulièrement associés à ce diagnostic primaire. Et ça, c'est pas le scénario imposé, c'est à titre pour donner des idées un petit peu au rédacteur. Donc, on lui donne ce scénario et il doit rédiger 1, 2 ou 3 comptes rendus. Et le résultat, c'est ces comptes rendus, c'est-à-dire là, en l'occurrence, c'est 3, mais ça peut être 1, ça peut être 2. Et c'est pas une question... c'est toujours la même visite, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire d'études longitudinales avec ça, c'est-à-dire qu'on peut, là, c'est ces 3 comptes rendus pour lesquels on a jugé
que ça n'avait pas beaucoup de sens de demander un seul de ces comptes rendus, parce que c'est des comptes rendus qui vont ensemble pour bien comprendre le cas clinique. Donc, dans certains cas, on a demandé 3 comptes rendus au rédacteur, dans certains cas 2, dans certains cas un seul. Donc voilà à quoi ça ressemble. On a les métadonnées d'un côté, avec le scénario suggéré, et les documents associés. Alors, donc, c'est 5000 patients, un peu plus de 7000 comptes rendus. Avant de vous donner quelques détails sur la méthode qu'on a utilisée, donc à quoi peut servir ce corpus et à quoi il ne doit pas servir de notre point de vue, les limites associées. Donc, il peut servir à tout ce qui est traitement automatique des langues sur des documents cliniques. Ça peut permettre de partager des documents cliniques, ce qu'on ne pouvait pas vraiment faire auparavant. Donc, on espère que ça va avoir un effet d'agrégation des efforts sur un jeu de données qui sera facile à partager, qui permettra de faire du benchmarking, qui permettra de faire des études plus reproductibles. Ça peut avoir un impact, une utilité aussi en termes d'enseignement et de formation, d'augmentation de données par design, par conception, sans problème de confidentialité, puisque les données de départ n'ont pas de problème de confidentialité. Et puis, on a 7 cas d'usage que je mentionnerai brièvement. Par contre, il y a un certain nombre de limites. C'est pas des choses. Alors, il y a des textes qui étaient écrits, mais je pense que c'est pas très grave. C'est pas des documents qui vont permettre de faire de la validation clinique. C'est pas des documents qui vont permettre de généraliser à d'autres hôpitaux qui ne seraient pas rencontrés d'autres régions ou d'autres types de pratiques. Ça va peut-être de soi, mais on peut pas faire des études épidémiologiques à partir d'un tel corpus. En particulier pour des questions de distribution que je vais présenter tout à l'heure. Et puis, quelque chose qui est peut-être aussi important, c'est que, étant donné que ces données n'ont pas été produites dans les mêmes conditions que quelqu'un qui est à l'hôpital avec du stress, avec du manque de sommeil, avec plein de choses qui se passent autour, le langage, le niveau de langue est différent. Donc, on ne peut pas non plus considérer que c'est le même niveau de langue. En termes de contenu, c'est proche. En termes de niveau de langue, c'est différent. Voilà, alors je pourrais presque m'arrêter là et vous donner un lien GinFace pour aller télécharger le corpus, mais j'ai trois petites histoires à vous raconter sur ce corpus. La première histoire, c'est comment on a décidé de la distribution des patients, de la distribution des cas cliniques. L'idée de base, c'était qu'on voulait une distribution qui soit proche de la vie réelle. La vie réelle, elle nous est donnée par le Système national des données de santé et par les diagnostics associés. Pour ne pas le nommer, c'est Rémi Flicoteau qui a fait ce travail en accédant au SNDS pour faire les tirages aléatoires dont je vais parler, les tirages aléatoires de cas. Donc la première idée, ça donne quelque chose qui ne doit pas vous surprendre beaucoup, hein, une courbe qui ne doit pas vous surprendre beaucoup, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de cas fréquents et une longue traîne de cas non fréquents, ce qui nous arrange pas tant que ça. Donc j'ai traduit, on veut faire une sélection aléatoire, mais si on appliquait cette sélection aléatoire sur une distribution comme celle-là, sur une cible de 3900 patients, parce que c'était notre cible pour cette distribution, parce que 1100 patients étaient conservés pour les cas d'usage, on allait avoir beaucoup de patients sur des cas fréquents, pas forcément passionnants, et finalement quasiment aucun patient dans la longue traîne. Qu'est-ce qu'on fait quand on veut aplatir une distribution? On lui donne, on veut pas ça, donc on veut réduire cette surreprésentation des cas fréquents et augmenter des situations moins fréquentes, même si on savait très bien qu'avec 5000 patients, on n'arriverait pas à une représentativité du monde réel, mais on veut quand même augmenter cette représentativité. Qu'est-ce qu'on fait quand on veut aplatir une courbe? On lui donne un petit coup de logarithme ou de racine carrée, et c'est ce qu'on a fait. On a aussi rajouté une limite maximum pour encore en rajouter. Et donc on obtient ça, on obtient moins de patients sur des cas fréquents et plus de patients
sur des cas peu représentés. Alors, à ce stade-là, on était plutôt fiers de nous parce qu'on obtient une distribution qu'on estime à peu près réaliste, etc. C'est pas comme ça que ça s'est passé tout à fait, parce qu'à partir de là, on se heurte à la réalité. La réalité, c'est qu'on a nos associations d'internes, on a un certain recrutement, on a des spécialités qui sont fortement représentées, c'est-à-dire qui amènent beaucoup d'internes, on en a d'autres qui en amènent moins, on en a d'autres qui amènent pas du tout. Donc certaines spécialités ne peuvent pas être représentées dans le corpus parce qu'on n'a pas les rédacteurs associés. Par ailleurs, certains rédacteurs embauchés n'ont finalement pas produit de documents. Et donc, on se retrouve avec une adaptation à faire, c'est-à-dire que nos collègues du Health Data Hub produisaient ce genre de dashboard de façon hebdomadaire avec pour chaque spécialité visée, et qu'est-ce qui était fait, qu'est-ce qui était en cours de révision, qu'est-ce qui n'était pas commencé, et puis comme ça nous a permis de nous apercevoir assez rapidement que ça allait pas le faire, et qu'on avait certaines spécialités qui allaient pas être représentées du tout, alors que pendant ce temps-là, il y en avait d'autres où les rédacteurs étaient dans les starting blocks à avoir envie de continuer. Et donc, on s'est adapté à ça pour conserver notre cible de 5000 patients. Donc, tout en respectant au maximum possible la distribution initiale, on a adapté. Alors, je ne vais pas vous donner les détails de ce que ça donne pour chaque spécialité. Il y en a qui en ont plus, il y en a qui en ont moins. Si vous avez des questions, on pourra revenir sur ce schéma. La deuxième histoire, c'est comment on a créé les scénarios. Donc la première, l'idée de la sélection des scénarios, c'était là aussi de sélectionner des scénarios crédibles, et pour des raisons de confidentialité et pour des raisons réglementaires, on ne peut pas juste piocher au hasard des situations cliniques dans le SNDS. On n'a pas le droit de faire ça, donc on est passé par, Rémi en l'occurrence est passé par une sélection de diagnostics primaires avec les groupes de diagnostics associés. Donc il y a 500, ce qui a une granularité un peu moins fine, c'est-à-dire il y a 500 groupes de diagnostics. Un groupe de diagnostic, c'est le code diagnostique, et puis avec des associations basées sur les âges des patients, les genres, les statuts familiaux, etc. Donc on se retrouve avec 500 groupes, ce qui permet d'éviter les problèmes réglementaires. On a associé chacun de ces groupes à des spécialités, puisqu'on voulait associer un scénario clinique à un interne, un rédacteur qui est dans une certaine spécialité. Et ça nous a permis aussi de récupérer une liste de diagnostics secondaires pour donner des idées de scénarios aux rédacteurs. Donc au final, on donnait au rédacteur un scénario qui était un diagnostic primaire, un âge, un mode d'admission, un mode de sortie, un type de soin, et une liste de diagnostics secondaires de cette façon-là, donc sachant qu'il n'était pas obligé de piocher dans cette liste de diagnostics secondaires, il faisait ce qu'il voulait avec cette liste. Et puis par ailleurs, on lui fournissait aussi une sorte de template un peu classique des sections habituelles, sachant qu'il pouvait rajouter, enlever, tout ça était libre, mais il avait le template un peu classique qui était adapté. Il y a plusieurs templates différents en fonction des spécialités et en fonction des situations, mais voilà, ça restait quand même relativement générique. Et à partir de là, l'écriture était libre. Résultat, ça couvre tout ce que je viens de vous raconter. Qu'est-ce que ça couvre pas? Déjà, par construction, c'est un corpus qui est de la documentation clinique basée centrée sur les hôpitaux, et donc pas sur le reste. C'est des types de documents qui sont essentiels aux patients, mais qui ne sont pas forcément représentatifs de tous les types de documents disponibles. Il n'y a pas de rapport d'imagerie, il n'y a pas de prescription, il n'y a pas de lettres. Voilà, il y a beaucoup de comptes rendus d'hospitalisation, de comptes rendus d'opérations, des choses comme ça. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc il n'y a pas une diversité, ça ne représente pas la diversité complète de la documentation clinique, mais par contre, c'est quand même relativement
des documents centraux pour le rapport, pour le dossier du patient. Puis ça, c'est quelque chose qui est pas complètement terminé et que je vais passer assez rapidement parce que sinon ça m'obligerait à vous détailler tous les cas d'usage, ce qui n'est pas forcément le but ce soir. Mais on a aussi lancé une annotation d'un certain nombre de cas d'usage, toujours pour la coordination du Health Data Hub. Donc on a ces 7 cas d'usage, on a pseudonymisation dans les textes, génération pour la formation, génération de cas cliniques pour la formation, codage automatique, résumé, génération de la conclusion, et puis trois cas d'usage, enfin 2 cas d'usage d'extraction d'informations en oncologie et un cas d'usage d'extraction d'informations pour l'infectiologie. Et 4 de ces cas d'usage nécessitent des données annotées pour entraîner des modèles. Donc, pour le faire vite, on a utilisé un outil qui s'appelle Inception, que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà. On a codé entre 200 et 500 documents, enfin autour de 200 par cas d'usage. Ça peut être des documents, des annotations extrêmement simples, comme on le voit dans le cas de la pseudonymisation. Ça peut être des annotations beaucoup plus complexes dans notre cas d'usage sur l'identification des biomarqueurs dans le cancer. Alors, comme résultat, le premier résultat, quelque chose qui ne se voit pas forcément au premier coup d'œil dans ce que je viens de raconter, c'est que c'est un énorme effort de coordination et de gestion des ressources humaines par le Health Data Hub, avec plus de 100 rédacteurs impliqués, tout ça en 8 ou 9 mois, avec donc un énorme effort pour évidemment faire les contrats des personnes, pour marquer les rédacteurs à la culotte pour qu'ils rédigent, pour qu'ils fassent les reviews, pour que tout ça avance. Et je vous montre pas le même dashboard pour les annotations, c'est la même chose pour les annotations. Marquer aussi nous, les chercheurs, à la culotte pour que, de façon itérative, on adapte les scénarios quand finalement on s'aperçoit que certains scénarios ne sont pas si vraisemblables que ça, on change. Enfin, voilà, il y a eu plein d'ajustements à faire. Alors je ne sais pas si ça a été plus dur de manager les rédacteurs ou bien nous, mais ça, on verra ça autour des pizzas. Mais en tout cas, c'est un gros effort et accessoirement un effort financier aussi, puisque le projet financé par la BPI, cette partie-là a coûté un demi-million d'euros, à peu près. 600 000. Et la distribution en question, la voilà. Donc, ce qui est en bleu, c'est la distribution générale, celle qui est calculée avec les méthodes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis, c'est ce qui est dans les autres couleurs que du bleu, c'est les patients spécifiques pour les cas d'usage. Et une autre information, c'est que certains vont être une sous-partie assez faible, mais va être placée sous embargo. C'est-à-dire qu'on ne va pas les livrer, enfin on va les livrer, mais plus tard, pour pouvoir garder notre capacité d'évaluer des systèmes, notamment pour nous assurer qu'ils ne vont pas être avalés au bout de 2 jours par tous les modèles génératifs de la Terre. Et ce qui nous permet de conserver notre capacité d'évaluation de façon propre, c'est-à-dire que ce seront des documents qu'aucun modèle n'aura rencontrés, puisqu'on va les mettre sous embargo et on pourra évaluer des systèmes de façon fiable. Alors, je vous mets là une pyramide des âges et puis des nombres de mots. C'est des choses qu'on est en train de valider au sens où on est en train d'essayer de comparer cette pyramide des âges, ce nombre de mots, à ce qui se passe, ce qu'il y a vraiment dans certains hôpitaux. C'est un travail qui est pas facile du tout, et à vrai dire, c'est même pas sûr qu'on y arrive complètement, parce que ça veut dire qu'il faut aussi s'assurer que c'est dans la réalité, mais aussi que ça correspond aux spécialités qu'on avait, aux cas qu'on avait, etc. Enfin, en tout cas, voilà la situation actuelle qui est dans notre corpus, avec cette pyramide des âges et puis ces longueurs de documents. Et voilà, ce qu'on va faire en parallèle de la livraison, c'est d'évaluer tout ça avec des comparaisons à l'aveugle entre des rapports réels et des rapports fictifs, avec des comparaisons aussi avec des choses qui auront été générées automatiquement par des modèles de langue génératifs, évaluation en termes de style, en termes de plausibilité. Et voilà, donc ça, on va le livrer et faire l'évaluation en parallèle. Je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a des questions dans la salle?
Merci Xavier. C'est deux questions, je pense, hein, avec une réponse très courte. On sait déjà que dans la classification SIM10, il y a quand même, si tu vas vraiment tout en bas de la profondeur, tu as quand même des codes qui peuvent être un peu ambigus, surtout les codes 9 là, qui sont un peu fourre-tout. Ouais. Est-ce que vous êtes allé jusqu'à la profondeur maximale ou est-ce que, par exemple, vous avez considéré aller un cran au-dessus est-ce que ce problème a été rencontré? Oui, tout à fait. Ce problème à rencontrer, ça fait partie d'ailleurs des ajustements qu'on a fait en cours de route, parce qu'effectivement, la catégorie autre, d'abord, manifestement, je ne suis pas vraiment le mieux placé pour en parler, mais manifestement, c'est des codes qui n'ont pas forcément été créés pour des systèmes de santé comme le système français. Enfin, c'est des codes qui ne sont pas censés apparaître de façon fréquente en France. Donc, c'est des choses qu'on a ajustées au fur et à mesure en se rendant compte de ces problèmes, mais néanmoins, les diagnostics sont à la profondeur maximum. Okay, d'accord. Et l'autre question, tu disais que un point à prendre en compte, c'est que ces comptes rendus n'ont pas été réalisés dans des conditions opérationnelles, sous stress, etc. Souvent, on voit quand même, pour gagner du temps, un recours assez excessif aux abréviations, même des abréviations très spécifiques au domaine de médecine. Est-ce qu'il y a eu des instructions données dans ce sens-là quand même pour que le compte-rendu ait un minimum de réalisme, en tout cas de ce côté-là? Oui, alors ça faisait partie des instructions effectivement, c'est-à-dire d'utiliser les abréviations qu'ils utiliseraient dans la vie courante, de pas chercher à faire des beaux textes. On n'allait pas jusqu'à leur demander de faire des fautes d'orthographe, mais enfin voilà, c'était un peu l'idée. Je pense qu'on arrive un peu à mi-chemin, c'est-à-dire que oui, il y a ces phénomènes-là, ils ont fait cet effort-là, mais à la lecture, on voit quand même la différence en termes de niveau de langue, quoi. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, bonjour, Vincent Vercamer. Je ne suis pas un expert de la SIM 10 et 11, mais du coup, moi, je trouve que parfois la 11, c'est plus difficile de codifier. Par exemple, sur les cancers, dans la SIM 10, on a C50. Dans la SIM 11, c'est un peu plus compliqué de codifier. C'est un choix d'avoir choisi la SIM 10 ou c'est parce que c'est celle qui est codée en fait dans le SNDS? Oui, je pense. Voilà, à vrai dire, je suis très mal placé pour répondre à cette question. Je sais pas si Rémi est en ligne ou bien serait capable de répondre, mais je pense que c'est ça la réponse, c'est que effectivement, il se trouve que dans le SNDS, c'est codé avec la SIM 10, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions ici dans la salle? On a une question en ligne, mais on a demandé peut-être des précisions. La question en ligne, c'est est-ce que des tableaux ou autres mises en forme sont présents? Ah, dans les comptes rendus peut-être. Autre chose que du texte, peut-être c'est ça la question. Alors ça, j'ai constaté que ça arrivait effectivement. Par contre, comme dans les entrepôts de santé, il y a une conversion en texte qui est faite après, ce qui casse les tableaux de la même façon qu'ils sont bien cassés dans les entrepôts de données de santé. Donc, je pense que de ce côté-là, ça va bien, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait une grande majorité de documents qui contiennent vraiment des tableaux, mais il y en a. Ok. Merci beaucoup. On a peut-être une dernière question. C'est un petit ajout. Merci beaucoup pour ta présentation, mais juste parce que je pense qu'il y a une belle histoire à raconter sur ce qui est en train de se passer. C'est exactement ça. On a identifié pas mal de médecins qui ont trouvé l'initiative très bonne et qui ont dit, en fait, nous, on est prêt à contribuer de façon bénévole. Donc, on est en train de monter une plateforme de bénévolat qui sera aussi stricte que le guide méthodo qu'on a fait, donc avec des scénarios, avec des relectures, avec de la notation, avec des relectures d'annotation. Et on va lancer ça, alors je ne sais plus pour quand c'est, tu te souviens pour quand c'est dans... Voilà, bientôt. Et la bonne nouvelle, c'est que Doctolib s'associe à nous et va demander aussi, ils vont faire une grosse campagne de communication aussi à leurs médecins pour participer bénévolement aussi à cette plateforme. Donc, a priori, on espère que ce corpus va grossir et vivra longtemps. Voilà. Merci. On a juste une dernière question en ligne qui est arrivée. Bonjour, pensez-vous transférer ce projet de recherche vers des usages en clinique, en études épidémiaux peut-être? Alors, je pense honnêtement que c'est pas une bonne façon la façon dont on s'y est pris n'est pas une bonne façon de générer des corpus qui seraient utilisables pour ce genre de choses. Il faudrait beaucoup plus restreindre les situations cliniques, les cas, et
et faire un travail, ne pas faire les ajustements qu'on a fait et faire un travail beaucoup plus strict de travail sur la représentativité. Et ça aurait pour impact que ce serait sur un périmètre extrêmement réduit, enfin, ou sauf à dépenser, enfin, sauf à être capable de générer un corpus gigantesque. Mais non, je pense pas. D'accord. Ben, merci beaucoup encore une fois. Merci à tous d'être présents à la fois ici et en ligne. Merci à tous les intervenants, chaleureusement. Pour les personnes qui sont ici, on peut se retrouver pour un moment convivial à l'extérieur avec des pizzas. Si vous avez d'autres questions ou si vous souhaitez échanger, voilà, vous êtes les bienvenus. Et pour la suite, un replay sera disponible prochainement et surtout un deuxième meet-up sur cette même thématique le 30 juin. Voilà. Merci beaucoup.